Regardez-vous, c'est un mouvement syndical, un mouvement autour d'une réclamation simple, vivre de son métier, obtenir une rémunération digne de ce nom, mais c'est aussi la proximité, la convivialité, ça a été le carburant de ce mouvement. 3 minutes et nous nous retrouvons. L'engagement de la FNSEA, c'est de revendications claires. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vous demanderai des réponses courtes. Il y a un épisode qu'on n'a pas rappelé, c'est celui du Covid. Vous vous rappelez que les Français se sont posé cette question simple, qu'on croyait d'ailleurs ne plus devoir se poser, est-ce que nous aurons à manger? Et c'est vrai que la chaîne alimentaire, à commencer par vous, avait été au rendez-vous. Néanmoins, le mouvement, Jean-Marie Guérin, je voulais commencer avec vous, le mouvement a donné le sentiment qu'il venait de loin. C'est-à-dire qu'il était le produit de frustrations accumulées avec le temps. Quel est le souvenir que vous avez du lancement de ce mouvement? En fait, moi je l'ai vu venir de loin parce que c'était un mal très profond, une grogne qui arrivait depuis longtemps. La hausse des charges faisait que monter sur les exploitations. Le ciseau de prix était en train d'arriver.
Et tout ça a fait que le ressenti terrain, on l'a vu arriver parce que le revenu n'était plus là, les gens gagnaient plus d'argent. Et du coup, en Occitanie, de là où le mouvement est parti, les exploitations étaient en train de crever, et, en parlant poliment, et donc du coup, on sentait vraiment... Vous vous êtes parlé entre vous, entre agriculteurs. Ce que vous me dites là, est-ce que ça a été l'objet d'échanges entre vous? Oui, oui, totalement. Totalement, parce que de toute C'est façon... constant ou ça a été en particulier à ce moment-là? Disons que plus ça allait, plus les exploitations allaient mal, et quand les exploitants vont mal, ils cherchent à savoir pourquoi, et donc du coup, ils croisent les informations. Il y a des réunions qui sont faites par le syndicalisme, et qui permet aussi de voir que la situation, elle allait mal partout, quoi. David Chauve, vous représentez le secteur du Massif central, vous êtes installé dans le département du Puy-de-Dôme, dans la région d'Ambert, qui fournit notamment une forme d'Ambert que les consommateurs apprécient beaucoup. Est-ce que vous avez vécu le même scénario? Est-ce que dans votre entourage, vous avez senti un mouvement qui venait de loin? Est-ce que vous avez senti au fond que le volcan allait se rallumer? Oui, je pense qu'à travers toutes les missions qu'on mène syndicalement depuis des années, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis assez longtemps. Alors effectivement, à l'automne, les panneaux retournés étaient déjà les prémices de quelque chose de fort qui allait certainement aller peut-être un peu plus loin qu'autre chose. Après, moi, il y a des choses qui m'ont frappé. C'était la mobilisation de nombreux jeunes. Donc à quelque part, il y a un vrai devoir de responsabilité sur les décisions et tous les travaux qu'on a à conduire. Je passe le message quand même. Au-delà des sujets qu'on a traités depuis 2 jours, on est à quelque part 20 ans de sujets agricoles qui n'a pas été traité sérieusement. Et ça, je pense que les agriculteurs l'ont réellement compris et eux, aujourd'hui, veulent en découdre. Ils n'acceptent pas ce non-respect, cette non-confiance, parce qu'à quelque part, il faut laisser nos agriculteurs entreprendre, leur faire complètement confiance, parce que c'est eux qui maîtrisent quand même leur savoir-faire. Et je pense qu'il ne faut absolument pas négliger la dimension humaine et sociale de ce mouvement-là, parce que c'est peut-être encore plus loin et beaucoup plus profond que les sujets qui sont sur la table et qu'on doit régler. Donc c'est quelque chose qui va mettre un peu de temps, je pense, à se régler, et on avait effectivement senti revenir les choses, cette accumulation qui devenait intenable. Je voulais faire écho à votre remarque avec Thierry Coué, Christophe Chambon, Romain Blanchard. Oui, il y a une conviction que j'ai, c'est que le public en partie ne vous considère pas simplement comme des agriculteurs aujourd'hui, mais comme des ingénieurs du vivant, comme des spécialistes du vivant. J'ai l'impression que, à toute chose, malheur est bon. L'opinion a évolué de ce point de vue, Thierry. Forcément, l'opinion a évolué, mais c'est vrai que la racine est profonde. Et donc, là, il y avait quand même une forme de résilience des agriculteurs, ce qui ne nous plaisait pas du tout. Et dès l'automne, on voulait justement organiser les choses pour que le mouvement prenne. Si je prends l'exemple de la Bretagne, on avait réuni l'ensemble des OPA, par exemple, pour essayer de construire un document et d'aller justement devant l'opinion, devant les médias, pour essayer de changer le discours, puisqu'aujourd'hui on avait fait le constat que plus aucun volailler, par exemple, ne s'était installé l'année précédente. En 2023, on n'a pas pu installer un jeune en volaille parce que tous les projets avaient été attaqués. Et donc c'est ce sentiment-là qui était profond, sur lequel il fallait qu'on change les choses. Et donc, il fallait modifier l'opinion. Voilà. Est-ce que les pouvoirs publics, Christophe Chambon, est-ce que les pouvoirs publics ont compris rapidement ce qui se passait? D'abord, est-ce que vous les avez alertés? Alors, ça a été dit précédemment, ils ont vu tout de suite et ils ont été alertés en voyant la pression qui était montée depuis le retournement des panneaux et des premières actions qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. Et je pense sincèrement qu'ils ont vite compris. Ils ont vite compris. Maintenant, entendu, c'est différent et c'est pour ça qu'on a continué d'avancer dans nos actions. Et aujourd'hui, si ça a été compris et s'il y a eu une volonté aussi d'avoir... parce qu'entre comprendre et aboutir, c'est différent. Et dans cette action-là, il y a eu vraiment la volonté de partir du réseau. Et dans nos différentes demandes, parce que certains nous posaient la question sur le nombre des demandes. Si on a eu 120 demandes comme ça a été présenté dans le film, c'est parce que ça a été des demandes qui sont venues de l'ensemble de nos territoires, des filières
Et c'était ça, c'est aujourd'hui ça qui fait la force de notre réseau, c'est cette représentation sur l'ensemble de notre territoire, la force JA FNSEA. Est-ce que, Romain Blanchard, vous pouvez, non peut-être pas dater, mais en tout cas, dire comment chez vous ce mouvement est né? Est-ce qu'il y a un point de bascule à un moment? Alors, dans le sud-est, parce que moi je suis de l'autre côté par rapport à Jean-Marie, on représente la frange sud là, à cette table. C'est difficile à dater, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt un long sentiment de frustration, peut-être de résignation, comme tu disais Thierry, et puis un moment ras-le-bol. Un ras-le-bol de voir que tout le monde, partout en France, tous nos collègues dans tous les territoires, toutes les filières, ressentent la même chose que nous, parce qu'on a eu tendance peut-être un peu s'isoler. Tu disais, Jean-Marie, on se rencontre entre agriculteurs, mais on se rencontre entre agriculteurs du canton. Certains d'entre nous avons la chance d'aller au département, mais ça va rarement plus loin. Et là, en fait, de voir les gens de chez toi, parler à la télé, les gens du Nord, parce que vous êtes mobilisés aussi un peu avant, un peu les Bretons, on s'est dit, en fait, on vit tous la même chose. Oui, il y a des agricultures, mais il y a quand même une colonne vertébrale sur l'agriculture française, de par son histoire. Un lien entre les différents secteurs. Et on s'est senti faire partie de ça. Lucie Delbar, vous pouvez dater, vous aussi, les événements et peut-être expliquer les panneaux renversés. Qui a eu cette idée, d'ailleurs? Cette idée qui est absolument géniale, parce que c'est ce qui a attiré l'attention. Enfin, ça a produit un peu de curiosité au départ. On ne comprenait pas très bien pourquoi est-ce que ces panneaux étaient renversés. Puis assez vite, on a donné du contenu. Ça a marché comme ça chez vous aussi? Alors, nous, la particularité, alors c'est toi qui as lancé les actions de retournement de panneaux, bien évidemment, en fait. Nous, ce sont les JA qui ont mené cette action, en fait, sur notre territoire, parce qu'à ce moment-là, en fait, au mois de novembre, nous étions fortement impactés par les inondations, en fait. Et il fallait, la priorité, c'était d'accompagner les agriculteurs, en fait, et notamment les éleveurs qui étaient sinistrés. Donc il y a eu ces retournements de panneaux, mais très vite, on a mené des actions syndicales, en fait, parce qu'il y avait un ras-le-bol complet de la réglementation. Et je me retrouve, en fait, dans les propos de chacun, lorsqu'on dit ça date de très très longtemps. Pour reprendre la problématique des cours d'eau, en fait, mes prédécesseurs au niveau syndical ont déjà alerté en 2006 et en 2012, en fait, sur le manque d'entretien des cours d'eau. Ils ont déjà alerté les élus, en fait, les préfectures, et rien n'a changé depuis, en fait. Et c'est là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire. C'est vous qui appeliez tout à l'heure au curage, c'est ça, des cours d'eau. Il y a deux fleuves côtiers dans la région qui avaient complètement inondé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages à la télévision. Il y en a 3, il y en a 2 que je connais, alors un troisième, qui ont inondé les villes, mais aussi les campagnes, et notamment les cultures. Jean-Marie Dira, puisque vous êtes en partie à l'initiative de cette idée de renverser les panneaux, est-ce que les Françaises et les Français vous en ont parlé? Est-ce qu'ils vous ont posé des questions quand ils ont su que c'était vous, évidemment? Alors, c'est pas mon idée, c'est les Tarnais qui ont quand même lancé le mouvement. Il faut quand même les mettre à l'honneur parce qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Donc ça il ne faut pas l'oublier et il faut rendre à César ce qui est à César. Mais oui, un génial coup de com' parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à retourner les panneaux sans dire que c'était eux. Et la communication, elle s'est faite là. Parce qu'en fait, tout le monde cherchait à savoir pourquoi ces panneaux étaient retournés. Et c'est là que les médias s'en sont emparés parce qu'ils cherchaient à savoir pourquoi les panneaux étaient retournés. Et après, ils ont dit qu'ils avaient retourné les panneaux parce qu'on marchait sur la tête. Et vraiment, le coup de com', il a été super bien réfléchi. De pas dire au départ qui c'est qui retournait les panneaux pour justement mettre le focus là-dessus. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque ça a interpellé tout à la fois l'opinion, mais aussi les journalistes. Je vous propose d'écouter une séquence très courte. Dominique Seux, peut-être que vous écoutez France Inter le matin. Dominique Seux, éditorialiste économique. Il est éditorialiste sur LCI aussi. Et puis il est directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et c'est cette idée des panneaux retournés qui a attiré son attention. Alors, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu que beaucoup de Français, tous les panneaux retournaient à partir de l'automne. Et en tant que citoyen, avant d'être journaliste, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Après, ça a eu un écho assez incroyable. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est probablement qu'il y a une culpabilité des Français vis-à-vis des agriculteurs les 10 ans. Et cette fois-ci, ça a percuté. Ça a percuté parce qu'il y a
profondément, il y a une angoisse identitaire des agriculteurs qui recouvre une angoisse identitaire chez pas mal de Français. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est notre avenir? Quelle est notre place dans la mondialisation, face au climat, dans l'économie? Et cette angoisse des agriculteurs, qui est évidente, eh bien, un certain nombre de Français l'ont déjà exprimée et la ressentent. Et la deuxième raison pour laquelle le mouvement a eu beaucoup d'écho, c'est qu'il est tombé à un moment où on voit bien que les colères payent. Les colères exprimées, alors j'évoquais les gilets jaunes, mais un certain nombre de colères, on sent bien que le gouvernement, les pouvoirs publics sont dans une phase plutôt fragile, pas de majorité à l'Assemblée, des élections qui arrivent, et donc les colères payent. Alors, pour aller peut-être à l'essentiel, tout à l'heure je parlais du mouvement au passé. Peut-être que j'ai tort, peut-être que le mouvement n'est pas achevé. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Vous avez déjà obtenu un certain nombre de réponses à vos revendications. Je ne sais pas si elles vous donnent entièrement satisfaction, si elles sont suffisamment positives. Mais est-ce que vous diriez les uns et les autres, aujourd'hui encore, par exemple Thierry, Christophe et Romain, est-ce que vous diriez qu'il y a encore une attente qui s'exprime? L'attente est toujours là, même si on a obtenu beaucoup de points, l'attente est toujours là parce que le temps et le calendrier, en fait, ça n'est pas arrivé dans les cours de ferme, voilà. Et tout n'est pas dans les cours de ferme ni dans les portefeuilles des agriculteurs aujourd'hui. Donc ça veut dire que le temps s'étale, la loi, on fait avancer le texte de loi, en tout cas ce qu'on voudrait y voir écrit, mais le vote de la loi n'est pas pour tout de suite. Donc, le ministre l'annoncera sans doute demain, exactement la date, mais on est en train de construire les choses, et ce temps-là, et notamment sur toute la complexité administrative, ce temps-là se fait, s'écrit aujourd'hui, quoi. Et va s'écrire encore pendant de longues semaines, et ce sera le travail de dossier, celui-là sera long. Romain, vous vous sentez toujours en situation de rapport de force? Indéniablement. Indéniablement, parce que je crois, c'est ce qu'on disait, qu'on a alerté pendant très longtemps. Ça a été notre rôle, ça a été ce qu'on a essayé de faire. Et en fait, ça n'a pas bougé. Et on se rend compte que pour passer le point de bascule, comme vous dites, il y a un moment où, malheureusement, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des pouvoirs publics, on est obligé de faire ce coup de force pour se faire entendre, pour marquer la ligne rouge. Donc on en est toujours là. Et comme dit Thierry, aujourd'hui, on a obtenu quelques mesures conjoncturelles. Pour le structurel, on sait que c'est plus long. Mais aujourd'hui, on sait comment procéder. Alors, Christophe Chambon, vous obteniez de premiers résultats. Il y a une période de pause. Comment c'est accueilli et comment le mouvement se réengage ensuite? Un peu avant le salon de l'agriculture, je fais référence à cette période. Comme ça a été accueilli, enfin voilà, hein, pour aller très vite aussi, hein, premier déplacement du Premier ministre donc en région Occitanie, où là, tout simplement, il y avait un espoir du gouvernement en annonçant les premières mesures, que ça allait tout de suite s'éteindre, que les agriculteurs allaient rentrer un peu partout en France chez eux, sauf que il en manquait beaucoup, le compte n'y était pas, et que suite à ça, la semaine après, on avait de nouveau une présentation du Premier ministre avec l'ensemble des ministres, donc il y avait 4 ministres présents pour reparler d'agriculture, pour parler aux agriculteurs et refaire de nouvelles annonces. Aujourd'hui, on le dit encore, le compte n'y est toujours pas. On attend encore demain. Et il y a de l'impatience sur les exploitations. On attend vraiment des résultats. Et je pense que dans la salle, tout le monde est déterminé. Je terminerai juste mes propos sur... on a évoqué la colère tout à l'heure. Mais la fierté du réseau GA-FNSEA, justement, ça a été aussi de porter des actions qui respectaient vraiment les hommes et... Je voudrais insister sur ce point parce que c'est vrai que ça a été un mouvement exemplaire. Alors c'est un mouvement puissant, mais en même temps, et ce n'est pas un paradoxe, c'est un mouvement extrêmement structuré, qu'il n'y a pas eu de débordement. Comment vous l'avez construit, par exemple, dans le Massif central, David Chauve, comment vous avez fait en sorte que cet enthousiasme ne soit pas débordant, c'est-à-dire qu'il reste... dans un étiage raisonnable et que finalement le capital que vous avez construit, le capital sympathique que vous avez construit auprès des Français soit tout à fait maintenu. C'était un vrai enjeu d'ailleurs, la question de l'opinion.
Je pense qu'on a été responsable, nous d'abord, dans la présentation des actions. On a fait un constat assez lucide de la situation, où on avait d'un côté des réponses de court terme qui devaient être apportées et des réponses de moyen et plus long terme qu'on a expliquées d'emblée à notre réseau pour faire en sorte que les gens comprennent et qu'on n'était pas là uniquement pour aller chercher des mesures d'urgence, mais pour aller chercher des mesures structurantes qui donnent véritablement de la lisibilité, de la crédibilité à notre métier, parce qu'il y en a réellement besoin. On est à un tournant, on est à un cap, et les gens ont compris le message. Alors les premiers jours, ça a gambergé un petit peu, parce qu'il y a eu une première prise de parole qui n'était pas à la hauteur. On a remis le couvert, parce que le travail au niveau national a été fait, je pense qu'il faut le saluer au passage, et que s'est engagé après quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et dans le temps de mobilisation qui a duré dans certains départements jusqu'à 12 jours sans interruption, à partir du week-end, moi j'ai senti réellement quelque chose dans les troupes. Les gens ne se posaient plus de questions. On se sentait engagés, on voulait aller au bout de quelque chose. Et là, ils étaient conscients aussi que la crédibilité de ce qu'on portait, la crédibilité de ce qu'on défendait et la réponse qui allait être en face dépendait aussi de la tenue de nos troupes. Et je pense que là, on peut quand même saluer la responsabilité, et c'est ce qui fait certainement aussi un peu la différence à travers ce qu'on porte, parce qu'il y a la revendication tenue, la crédibilité, et puis le travail qui est là. Et bon, on peut quand même espérer que tout ça fournisse ses effets et que demain, on ait en partie des réponses. Alors, je vais présenter comme représentant du Massif central. Le Massif central, c'est un concept géographique. C'est Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr. Lucie Delbar, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, donc je peux vous en parler aussi. Lucie Delbar, le fait qu'il y ait eu beaucoup de revendications, j'allais dire peut-être trop même, je me place de mon point de vue d'observateur de l'extérieur, je me dis, mais plus de 100 demandes, plus de 100 réclamations, enfin c'est un vrai cahier de doléances. Est-ce que ça a été un handicap? Non, pas vraiment, parce que ça exprimait le ras-le-bol en fait. Le ras-le-bol réglementaire, le ras-le-bol en fait sur les charges, sur Egalim. Voilà, c'était vraiment général en fait. C'était général, et ce que la FNSEA a apporté, les différentes mesures, ça remontait du réseau justement. Et chacun portait chaque point en fait. La MHE, nous n'étions pas concernés dans notre département, pourtant ça faisait partie de nos revendications. Nous avons joué collectif en fait, et le collectif a payé. Et ça, tout le monde l'a compris dans nos départements. Vous avez le sentiment d'avoir été toujours parfaitement clair avec vos interlocuteurs? Vous êtes arrivé avec des réclamations précises? C'était pas un peu fouillis? C'était pas la liste à l'après-vert? Non, du tout. C'était vraiment très structuré, en fait. Clairement, au niveau de nos départements, nous avons eu la chance de remonter à la FNSEA nos problématiques. Il y a eu un travail national qui a été mis en place, en fait, en listant les différents points. Et puis ensuite, nous sommes allés à la rencontre de nos politiques, de nos DDTM, de nos préfectures. On a passé des week-ends au téléphone, en visio, en présentiel avec nos préfets pour porter nos demandes et nos revendications. Alors, deuxième arrêt sur image, puisqu'on évoque les journalistes, c'est important, on vit dans une société d'opinion, donc la façon dont on communique ces messages, la façon dont ces messages sont reçus, c'est important parce que je crois que c'est une des clés du succès, c'est un des éléments du succès. Alors, on a écouté mon confrère Dominique Seux, Sonia Mabrouk, vous la retrouvez régulièrement sur Europe 1 et sur CNews, ça me fait mal de le dire, mais pas très grave. Il y a aussi de très bons journalistes sur CNews. Voilà ce qu'elle a retenu précisément du mouvement des agriculteurs de l'automne dernier. D'abord, quand vous dites, vous avez entièrement raison, couverture médiatique et surtout, je dirais, populaire, parce que dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes que nous avons effectuées, il y avait un très très fort soutien des Français aux agriculteurs. Donc, si vous voulez, on n'a fait qu'épouser un mouvement qui est réel, c'est-à-dire que chaque Français, non pas qu'il s'imagine agriculteur, mais se sent une proximité, comme si les agriculteurs ou les paysans étaient un petit peu les gardiens de ce qu'est un pays, alors en l'occurrence la France, de son savoir-faire, de son savoir-être, de ce que ça représente à l'extérieur. Et je pense que cette couverture, finalement, elle est en harmonie et elle correspond à ce que pensent les Français. C'est-à-dire il y a un attachement, finalement, à la paysannerie française, une peur aussi que ça se dilue, que ça disparaisse, il faut bien dire le mot. Aujourd'hui, il y a combien? Malheureusement, il n'y a plus que 400 000 agriculteurs, alors que nous étions à des chiffres il y a encore quelques années qui n'avaient rien à voir. Donc je pense qu'il y a une peur intime, non pas que la passion disparaisse, mais que ces métiers
si difficile, vraiment la France qui se lève tôt, qui travaille, c'est celle-là, eh bien se délite un petit peu. Et donc nous, on n'a fait que suivre ce que pensent beaucoup de Français, c'est-à-dire cet attachement qui est aussi le nôtre. Jean-Marie Dirain, pour conclure, vous avez été au point de départ, dans la région du Sud-Ouest, vous avez été au point de départ de ce mouvement. Où en est-il aujourd'hui? Il est dormant. Si vous aviez à choisir un adjectif pour le qualifier, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est brûlant. Voilà, et je vais le qualifier comme ça. Bien. Parce que tout simplement, on l'a dit et on le redit, aujourd'hui, les discours, les agriculteurs, on nous en a fait pendant 20 ans. Des annonces, on en a l'habitude, ça fait 20 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on est tous d'accord, et je pense que les gens que je représente sont tous d'accord avec moi, il faut du sonnant et trébuchant dans les cours de ferme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les annonces, on a déjà vécu ça, on sait ce que c'est, on n'en veut plus. Passer du ministère de la parole à l'action. Merci, merci à tous les 6 pour cette première séquence. La deuxième va nous amener à nous interroger sur la mobilisation, sur vos propositions, sur le sens des responsabilités. Un peu plus de méthodologie, je vous remercie. Je vous suggère de retourner dans la salle et je vais accueillir dans quelques instants d'autres interlocuteurs autour de la table, mais pour commencer, peut-être, puisque nous avons besoin d'images, un retour en images sur la cinétique du mouvement, étape par étape, un mouvement puissant, comme je le disais tout à l'heure, un mouvement d'une telle ampleur qu'il a saisi l'opinion qui s'y est associée. Alors voilà donc une version un peu accélérée, en moins de 5 minutes, d'un mouvement qui aura été beaucoup plus ample, beaucoup plus large et beaucoup plus puissant. Vous allez vous y reconnaître. C'est trop juste. Avec ces annonces, le Premier ministre a finalement réussi à faire lever un barrage. Mais voyez-vous, en France, il y en a plus d'une centaine. Nous avons mis dans les mains du chef de l'État ce que nous attendions, qui est le fruit de l'ensemble du travail réalisé. Après ce temps des urgences, ce temps du travail, et donc le chef de l'État connaît maintenant ce que sont nos revendications. Le rôle de nos syndicats, encore une fois, c'est d'être un corps intermédiaire responsable. Nous l'avons été. C'est maintenant au président de la République qu'il appartient de prendre les décisions.
avez réclamé 3 sujets autour de la fierté, de la dignité, de la juste rémunération et des conditions d'exercice de notre métier. C'est un enjeu ô combien important et nos messages ont été passés. Passés grâce à vous, grâce à la mobilisation des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ce que nous faisons entre les plus jeunes et les plus anciens, c'est préparer l'avenir. Parce que la colère que nous montrons, elle doit se traduire dans un projet pour l'agriculture française. Voilà, un mouvement vertigineux, un mouvement d'une très grande intensité, beaucoup de foisonnement, pas de temps mort, et jusqu'à 200 interviews d'agriculteurs, de représentants du secteur de l'agriculture, de responsables syndicaux, de la FNSEA notamment, en 10 jours. 200 interviews à la radio et à la télévision. J'appelle Arnaud Rousseau, Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, Arnaud Gaillot, le président JA, et Pierry Corel, qui est secrétaire général de JA. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Messieurs, installez-vous. On va aller à l'essentiel. Moi, j'ai très envie de savoir, d'abord, Hervé, prenez un micro, comment ce mouvement a été organisé. Je le disais, foisonnement, un mouvement d'ampleur un peu vertigineux. Alors, vous nous avez rappelé quelques souvenirs, là, avec les images qu'on vient de voir. Comment est-ce qu'on organise un mouvement comme celui-ci et comment on fait en sorte d'ailleurs qu'il soit efficace? On l'organise avec un réseau. Je pense que le réseau des fédérations départementales, des jeunes agriculteurs, à la FNSEA, on a l'habitude de dire que c'est le réseau qui commande. Et donc, quand le réseau veut s'organiser, veut rentrer en action syndicale, la FNSEA met les conditions pour organiser les actions syndicales. Et je crois que de mémoire de secrétaire général, il y a longtemps qu'on n'avait pas connu un tel mouvement, une telle organisation. Donc de la rigueur, de la discipline, des mots d'ordre. Pas toujours facile la discipline ou toujours suivi? Ouais, c'est... alors je sais pas, peut-être qu'ils vont... Non, mais je pense qu'ils l'ont bien pris. C'était des visios tous les 2 jours, organisés de manière assez réglementée, en passant les consignes sur le respect des biens et des personnes, sur les messages, sur le lien avec les préfectures, les renseignements territoriaux, le lien avec la police, la gendarmerie. Nous, à notre niveau, avec le général de gendarmerie, pratiquement tous les jours, pour faire le point un peu sur la situation en France. Et là, je voudrais quand même saluer l'ensemble de notre réseau, parce que je pense que les valeurs qu'on a portées avec les gens qui sont autour de la table, ces valeurs républicaines qui tiennent à cœur les paysans, en fait, c'est le respect des biens et des personnes. Et je pense qu'on l'a démontré avec force pendant 4 mois. Et je voulais vous en remercier fort, toutes et tous, pour voilà, ce que vous avez mis en termes d'organisation, de respect, et ce qui a emporté en fait l'adhésion du public et des citoyens pour faire passer nos messages. Pierry Corel, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui en France, régulièrement des manifestations qui sont un peu comme du vent. On s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Vous arriviez, vous, avec un réseau, FNSEA, JA, et aussi un certain nombre de propositions, des axes de travail. Oui, en effet, on était dans un moment de revendication, mais au-delà de ça, on se devait de le transformer, et donc on avait un certain nombre de propositions, et de par notre configuration, de par notre structuration, elles remontaient tout simplement de la base de notre réseau, et c'est fort de ça en fait qu'on est capable de pousser ce qu'on a poussé et d'aller chercher ce qu'on est en train d'aller chercher. En fait, c'est pas une structuration avec des chefs ou une représentation parisienne qui déciderait. C'est bien la base qui nous décide, qui nous montre et qui nous démontre ce qu'elle a besoin, et à nous de le mettre en forme pour que ce soit et entendable et acceptable, et que ça ait une forme concrète aussi bien pour les politiques que pour les adhérents, et c'est là aussi notre difficulté des fois.
même question à Hervé, mais chez Jeunes Agriculteurs, le flux circulait dans les deux sens, c'est ça? De la tête vers le bas et du bas vers le haut? Tout à fait. On était sur une mobilisation inédite. On a un petit peu chamboulé ce qu'on avait l'habitude de faire. On faisait des visios très régulières avec l'ensemble du réseau. C'est pas forcément des formats très faciles, mais tant pis, il faut qu'on s'y plie. Et donc, on avait des remontées quotidiennes du réseau. Et puis, on essayait d'alimenter, même si le rythme était très soutenu en information continue, notre réseau et nos adhérents, qui eux étaient en première ligne, si je puis dire, sur tout ce qui est blocage autoroutier et autres. Hervé, même chose? Oui, ben, même chose. On avait même organisé un QG. C'était pas un QG de campagne, c'était un QG d'action syndicale. Et on était tous ensemble pendant 15 jours, les deux réseaux dans la même pièce, dans la même salle, pour organiser ça et pour que la formation et la fluidité passent le mieux possible entre nous, entre les départements. Et donc, ça a été un moment très structurant pour nous. Voilà, je pense qu'on s'en souviendra très très longtemps. Sur cette capacité à s'organiser et puis aussi à rester crédible. Et je pense que ce qu'on peut retenir aussi de ce mouvement aujourd'hui, c'est qu'on a fait aussi monter en compétence les journalistes sur l'aspect de la culture. C'est que les 200 interviews que nous avons réalisées, en fait, on a amené des sujets de fond. Et c'était pas que des sujets d'agribashing, c'était vraiment des sujets de fond sur l'importance et la capacité de la culture à répondre aux enjeux de demain. Et cette crise, en fait, elle a révélé que, comme nous l'avait dit notre président de la République, à un moment donné, déléguer notre alimentation à autrui. Et ben, 3 ans après la crise Covid, on fait le même constat qu'on dénonce depuis 15 ou 20 ans. Et donc l'idée, c'était qu'il faut réarmer la culture. Et le mot production, produire, ce n'est pas un gros mot, et on peut produire en conciliant la protection de l'environnement, et tout ça c'est très compatible, et je pense qu'on a fait monter en compétence une bonne partie des journalistes sur la partie production et la partie agriculture. Alors je prends acte, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été évangélisés, il y en a qui ont découvert les problématiques agricoles, et puis il y en a qui s'y intéressaient, qui ont approfondi leurs connaissances. Mais vous, Arnaud Rousseau, est-ce que le syndicat a appris, est-ce qu'il a mûri pendant cette séquence? Qu'est-ce que vous en retiendriez? Qu'est-ce que vous diriez de cette évolution? D'abord, je voudrais dire qu'on est un peu tôt après le mouvement pour avoir un vrai retour d'expérience. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d'abord eu des actes réflexes. Vous voyez, comme il y a une période de crise, dans un syndicat, il y a quelques actes réflexes qu'on a acquis les uns et les autres de nos expériences de terrain depuis des années. Et cette maison, elle est habituée à connaître des hausses de température de cette nature. Alors pas avec une telle intensité, pas avec un tel temps, pas avec une telle ampleur. Mais en tous les cas, on s'est rassemblés sur des choses simples. D'abord, le réseau, le terrain, les remontées. Qu'est-ce qu'attendent les gens? Pourquoi on est là? Premier élément. Deuxième élément, notre responsabilité d'être un corps intermédiaire. Ça a été dit tout à l'heure, une interface avec les pouvoirs publics. Je le dis parce que ça n'est pas terminé. Et je me méfie du regard en arrière qui consisterait à analyser les choses un peu froidement. On continue à être dans la bagarre. Et je dis que ces réflexes perdurent. Comment on explique au réseau où on en est aujourd'hui? Comment les gens qui sont là à ce congrès vont rentrer chez eux pour dire où on en est? Comment, avec les pouvoirs publics, on continue à avoir un dialogue qui est un dialogue respectueux mais ferme, parce que tout ce qu'on a vu depuis le départ ne tient pas si on n'obtient pas les résultats. Et que cette obligation de sortir par le haut, elle est une obsession permanente dans la tête des responsables de la FNSEA. Et donc, ce qu'on a retiré, c'est peut-être notre capacité à se mettre rapidement en bataille au moment où tout le monde expliquait qu'on serait débordé, qu'on ne maîtrisait rien. Je pense qu'on a montré qu'on avait une vraie capacité à faire, ensuite à expliquer. Mais encore une fois, ça, c'était le temps du terrain. Ensuite, on a fait le temps du travail. On n'a pas terminé ce temps du travail. Et je l'ai dit depuis 2 jours, il faut qu'on termine ce temps du travail pour qu'ensuite le volet législatif puisse se mettre en route. Et c'est ça, je crois, que tout le monde attend. Arnaud Gaillot, vous dites les uns et les autres que les journalistes sont montés en compétence, mais les politiques, pardon de vous poser la question de façon aussi directe, ceux avec qui vous discutez, est-ce qu'ils sont montés en compétence? Est-ce qu'ils ont compris ce que vous exprimiez? Et du coup, c'est le JA qui va taper sur le politique. Alors, on m'a dit... Arnaud... Mais je le fais très volontiers. Arnaud, vous savez, j'ai une formule qui, je l'avais dit d'ailleurs à mon congrès, que malheureusement, ces gens-là qui ont fait des grandes écoles, l'école est tellement grande qu'ils n'ont jamais dû trouver la classe.
Et c'est facile, j'avoue. Oui. Non, mais je me fais plaisir. Non, mais vous aviez en face de vous oui, alors je des l'ai dit, interlocuteurs. je l'assume en plus. On avait des interlocuteurs. De qualité, sans doute, et moi, je non pense que Arnaud le dit aussi très bien. Il y a des bons interlocuteurs, et heureusement, parce que sinon on courrait à la catastrophe et ça serait grave. Et malheureusement, on en a qui auraient dû redoubler, ou du moins qui ne devraient plus être là. Bon, vous persistez. Mais non, mais je vous le dis, c'est que c'est dramatique, et moi je le dis très clairement, je pense que les hommes et les femmes politiques, qu'on partage ou qu'on ne partage pas leurs idées, c'est leur courant de pensée et ils l'assument. Ce que je trouve des fois dommage, c'est que des gens d'une capacité comme la leur, avec des capacités de réflexion, avec des capacités de vision, sont à des moments capables de s'entourer de gens incompétents. Et c'est ça qui est dommage. C'est que derrière, en fait, ça nuit à ce que vous expliquez, Jean-Marie. Ça nuit à finalement avoir conduit que nous avons un réseau qui a plus confiance en la parole. Et ça, c'est hyper grave et c'est compliqué pour des responsables. Mais Arnaud, comme nous. attendez, je vous interromps. Vous avez quand même construit en partie un accord. Oui. Avec ce gouvernement. Parce Donc, à un moment, avec les chefs. À un moment, vous vous êtes compris, non? Oui, c'est mieux quand même. Vu le nombre d'heures qu'on a passé. Ça veut dire qu'ils vous ont compris aussi. Oui, heureusement qu'ils ont évolué, parce que face à ça, vous avez deux solutions. C'est soit personne ne veut comprendre et on finit au cataclysme, ou soit, il y a un moment donné, il y a une pensée collective intelligente et on va vers l'avant. Mais c'est ce qu'on vous dit là, c'est que tout est posé, tout est dans leurs mains. Après, à l'heure actuelle, on ne peut pas se dire que youpi, c'est la fête, on peut déboucher le champagne et c'est fini. Non, il y a encore des besoins de réponse. Le temps est long aussi parce que, on l'a aussi dit pendant ce congrès, entre la décision d'en haut et que ça perfuse jusqu'en bas, il y a sûrement des canaux bouchés, donc il faudrait peut-être bien faire comme dans le Nord, les déboucher. Mais du coup, on est là, et donc il faut qu'on reste vigilant. Mais oui, heureusement qu'on a quand même une écoute et qu'on a ces 62 propositions qui sont mises sur la table, qu'on a des choses qui ont été prises dans l'urgence, parce que sinon ça aurait été grave et ça aurait été pas responsable de leur part. Hervé, comment incarner un mouvement aussi complexe, diversifié, filières, territoires, des revendications diverses? Comment on met tout ça dans le même mouvement? En fait, c'est le fruit du travail du réseau. Je pense qu'il y a beaucoup de structures syndicales qui envient en fait le réseau JA FNSEA. On est organisé dans tous les départements, souvent de la commune, du canton, l'arrondissement, jusque la région et le national. Et en fait, quand on a porté nos 130 mesures, on les a portées de Brest à Strasbourg et de Perpignan à Dunkerque. Et donc, on a embrassé en fait tous les territoires, tous les agriculteurs, toutes les productions, toutes les filières. Et je pense que ça a été la force, et c'est la force du réseau en fait. Et ça, il faut aussi qu'on en soit tous conscients. C'est cette capacité aujourd'hui à mobiliser des gens, des responsables. Nous ne sommes plus que 400 000 paysans, mais nous avons une organisation structurée dans tous les territoires qui est remarquable. Et ça, c'est la force du réseau JA FNSEA, et ce qui nous donne notre capacité à être présents dans les préfectures, en région, mais aussi au plus haut sommet de l'État pour représenter les agriculteurs que nous sommes. Arnaud Rousseau, on est à un terme non pas échu, mais à échoir de ce conflit. Les premiers résultats sont peut-être encourageants. Je ne sais pas si vous m'autorisez à utiliser cette expression, mais vous dites on est encore loin du compte. C'est ce que je comprends voilà, en vous entendant les uns et les autres. Alors pour être précis, et pour reprendre l'histoire de la classe, mais on est aujourd'hui avec des propositions que le Premier ministre, additionné de propositions du Président de la République, a mis sur la table. Et ça a été dit, aujourd'hui, il n'y a pas de revendication supplémentaire, on veut déjà que ce qui a été annoncé se mette en œuvre. Et ça a été dit tout à l'heure par Jean-Marie, ce n'est pas l'annonce qui nous intéresse, c'est le déploiement. Parce que quand vous êtes un agriculteur, ce qui vous intéresse, c'est le concret. Et donc ce qu'on demande depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, c'est comment et quand les choses se mettent en œuvre. Quand le Premier ministre dit, maintenant on va faire un contrôle administratif unique dans les fermes dans l'année, sachant qu'il y a entre 35 et 40 contrôles administratifs différents possibles en agriculture. Eh bien nous on dit d'abord, ça va dans le bon sens, donc c'est ce qu'on a dit, on n'est ni dans la défiance ni dans la complaisance, mais une fois qu'on a annoncé ça, on dit très clairement, c'est quand que ça démarre, quelle est la date de mise en œuvre. Et là,
pour redire ce que dit Arnaud, on voit bien qu'entre l'annonce politique, et je crois avec une forme de sincérité de la part du Premier ministre, mais le constat que le déploiement ne se met pas en œuvre. Et ce déploiement, mais le président de la République lui-même lui a dit, c'est ce qu'attendent les agriculteurs. Qu'est-ce qui bloque là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je ne suis pas sûr que je comprenne mieux que vous, mais ce que je vois, c'est que dans la déclinaison de l'appareil d'État, entre ce que dit le président de la République ou ce que dit le Premier ministre et la mise en œuvre, même si on est conscient que tout ne se fait pas en 2 jours, et on l'a dit, mais il y a des choses qui mettent énormément de temps et qui donc créent de la défiance. Et donc le sujet, c'est que quand on parle de l'eau, les fameuses ouintringues à Curé, dont le président de la République lui-même, au mois de novembre, est venu ici pour dire on va le faire. Au moment où on se parle, c'est pas encore complètement fait. Et donc c'est ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est qu'on dise il y a des mesures, le temps encore du travail pour nous, et je l'ai dit au Congrès, est en train de se terminer. Ce qu'on veut maintenant, c'est la déclinaison, ni plus ni moins que ce qui a été annoncé. Les obstacles, c'est l'inertie administrative? Oui, bien sûr. Ça, au moment où on se parle, les obstacles, c'est le calendrier. Donc, d'ailleurs, le ministère a sorti un outil que je vous invite à aller consulter, dans lequel il dit voilà ce qui est fait, voilà ce qui est avancé, et puis voilà, en gros, ce qui est engagé et qui reste à travailler. Nous, on veut que l'intégralité de ce qui a été annoncé se mette en place. On sait qu'il y a un volet de la loi, qui prendra un peu plus de temps, parce que ça, tout le monde a compris, mais il y a des choses qui, maintenant, doivent se mettre en œuvre. Parce qu'encore une fois, la compréhension se traduit par la concrétisation. Ça se voit ou ça se voit pas. Et si ça se voit pas, eh bien, on n'est pas au rendez-vous. C'est assez simple à comprendre, on ne cesse de le répéter. Et je le dis parce qu'on a une partie de vos collègues qui nous disent « mais finalement, vous êtes un peu des enfants gâtés, vous avez obtenu énormément. » Vous en voulez toujours plus. Vous en voulez toujours plus que bien des secteurs d'activité. Mais le sujet, c'est pas d'en avoir plus. Le sujet, c'est d'avoir ce qui a été énoncé et dit clairement. Et moi, je crois que dans le moment dans lequel on est, il y a beaucoup de Français d'autres secteurs d'activité qui ont le même état d'esprit. Le sujet, c'est pas d'être défiant vis-à-vis de la politique. Les Français ont élu un président de la République qui a nommé un gouvernement. Encore une fois, on est un corps intermédiaire, on discute avec tout le monde. Simplement, on veut avoir la culture du résultat. La culture du résultat. Pierrick, pour terminer, et puis avancer dans les échanges, le débat, c'était votre premier grand mouvement de jeunes, si je puis dire? Ah ben oui, parce que ça fait 30 ans qu'on n'en a pas fait, ça fait pas 30 ans que je fais du syndicalisme, donc oui, c'est mon premier mouvement de cette ampleur, mais oui. Les jeunes étaient très présents. Moi, j'ai ressenti ça d'ailleurs. J'ai vu beaucoup d'agriculteurs de toutes les régions, des visages assez différents, des hommes, des femmes, des agriculteurs un peu âgés. Je crois qu'en France, d'ailleurs, la moyenne d'âge est de 55 ans. Alors, quand je dis un peu âgé, ce n'est pas évidemment un jugement de valeur, mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes, et j'en ai vu notamment beaucoup sur les plateaux, alors que peut-être le sentiment général qui se dégageait, c'était que ces métiers, c'était des métiers du passé. Pas du tout. Non, pas du tout. Les jeunes ont un attrait fort pour l'agriculture, et Antime le disait tout à l'heure dans son discours, on a beaucoup de jeunes qui veulent s'investir dans le métier, et en fait, ils se sont exprimés aussi en disant mais donnez-nous la visibilité, donnez-nous ce qu'on a besoin pour exercer notre métier dans de bonnes conditions, cette dignité, ce revenu, et nous serons fiers de le faire. Et c'est ça que les jeunes ont porté comme message aussi sur les barrages, et c'est pour ça que ça a beaucoup été suivi, notamment par la jeunesse agricole, et un peu plus large que la jeunesse agricole, la jeunesse même rurale à des moments, qui venait se joindre au mouvement parce que ça faisait écho à un mal de société qui était peut-être un petit peu plus profond que finalement que le sujet agricole. Merci. La France a besoin de vous. Je vous le dis très clairement. Je pense que non seulement la France a besoin de vous, mais le monde a besoin de vous. On prévoit un pic de population autour de 10 milliards en 2086. Il faudra continuer à produire l'alimentation du monde. Et pour nous, Français, continuer à produire une alimentation de qualité, de proximité, qui répond à la carte gastronomique française, qui est extrêmement large, qui va des côtes de la Manche jusqu'à la Méditerranée, en passant par l'Alsace et toutes les belles régions de France. Troisième temps de nos échanges, troisième et dernier temps de nos échanges, une force collective pour peser. Alors, vous êtes une organisation syndicale. Je vais vous demander une petite minute d'attention supplémentaire pour écouter un autre syndicaliste. Alors, quand on parle de syndicalistes, souvent, on pense aux organisations syndicales de salariés. Mais il y a aussi des organisations syndicales d'employeurs. On va écouter François Asselin de la CPME, mais pour commencer, le président du MEDEF, Patrick Martin, quel regard a-t-il porté sur ce mouvement et quel message a-t-il à vous adresser?
Oui, alors effectivement, les agriculteurs comme les adhérents du MEDEF sont avant toute chose des entrepreneurs. Donc nous avons les mêmes enjeux, nous avons les mêmes problématiques, nous avons les mêmes solutions. Donc cette campagne assez humoristique et très réussie d'ailleurs, de retournement des panneaux, peut-être que le MEDEF aurait pu l'engager de son côté. Au-delà de ça, sur le fond, c'est vrai que nous sommes confrontés au même problème de surréglementation. Et quand je parle de surréglementation, c'est non seulement la profusion des réglementations, mais c'est également leurs incohérences, c'est également leur instabilité, et puis la charge que ça représente pour nos entreprises, pour les dirigeants de ces entreprises, les agriculteurs eux-mêmes, mais les adhérents du MEDEF aussi, la charge que ça représente en termes de temps, en termes de complexité, je me permets de le dire en termes de coûts. Et donc nous sommes totalement alignés là-dessus. De la même manière que nous sommes alignés sur la nécessité, l'impérieuse nécessité, je dirais presque l'urgence de contrecarrer des stratégies qui sont implicitement décroissantes. Ma conviction, je crois qu'elle est partagée par la FNSEA, c'est que notre pays, qui est pétri de talent, ne s'en sortira que si, au contraire, nous nous inscrivons dans une trajectoire de croissance. Alors de croissance frugale, de croissance sobre, de croissance bien sûr responsable. On le sait, hein, les corps intermédiaires ne sont pas suffisamment considérés par l'État, par l'exécutif lui-même, et je pense que c'est une profonde erreur, a fortiori quand on parle des partenaires sociaux. Pourquoi? Parce qu'en responsabilité, ces partenaires sociaux, ces corps intermédiaires sont capables de, par définition, intermédier des tensions, d'éclairer le débat public, d'apporter des solutions constructives et pragmatiques, là où l'État, dont on a besoin, a parfois une vision un peu lointaine, un peu générique des situations. Donc nous avons plus que jamais besoin des corps intermédiaires qui, loin d'être des vieilleries, sont au contraire des gages de modernité, des gages d'efficacité. Notre monde est suffisamment confus pour qu'on ne se prive pas de l'éclairage des dits corps intermédiaires. Au MEDEF, nous sommes pleinement conscients que l'agriculture française est un atout considérable en termes de production, en termes d'aménagement du territoire, en termes de souveraineté, et que c'est une filière d'excellence. Nous partageons les mêmes enjeux, nous incarnons une très belle valeur qui est celle de l'entrepreneuriat, qui, quoi qu'en pensent certains commentateurs ou certains politiques, est une valeur qui est chaque jour un peu plus considérée par nos concitoyens. On le voit dans les cotes de popularité. La cote de popularité des agriculteurs est excellente. Celle des entreprises, les petites, les moyennes, mais aussi les grandes dorénavant. La cote de popularité des uns et des autres n'a jamais été aussi bonne. Pourquoi? Parce que nos concitoyens savent que nous sommes la solution à beaucoup d'enjeux. Donc oui, message de grande amitié, message de grande proximité, message de grands encouragements à nos amis agriculteurs et agricultrices. Eh bien, je vous pose la question. Est-ce que... Merci pour Patrick Martin, président du MEDEF. Alors, il s'adresse à vous en disant que vous êtes des entrepreneurs. Vous revendiquez, Arnaud Gaillot, vous, d'être un entrepreneur du vivant, un entrepreneur de la terre, un entrepreneur de l'alimentation? Oui, tout à fait. On le revendique et je pense que ça s'est souvent dit sur des barrages. C'est que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des employeurs de main-d'œuvre. Nous produisons ce qui sert à nourrir les gens, ce qui sert à les désaltérer. Et donc, c'est ce qui, je pense, anime tout à chacun qui est présent dans cette salle, mais même sur le territoire. C'est finalement ce goût de se lever le matin, de se dire comment je mettrai ça demain en place, quelle vision. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que ce mouvement a aussi une ampleur, c'est qu'on est quand même la profession où on vous explique que vous n'aurez pas la liberté d'entreprendre comme vous l'avez imaginé. Et c'est quand même assez paradoxal. Du fait de la réglementation. Mais oui, du fait de la réglementation, vous avez vous co-dirigez la boîte, finalement. Mais oui, vous avez, dans tout autre domaine, les gens, ils montent leur activité en fonction du marché potentiel qu'ils ont. Et donc voilà, et je prenais souvent l'exemple, dans le travaux publics, si le mec a la capacité d'avoir 10 camions, 10 pelleteuses, il les aura. Vous, si vous avez décidé de vouloir avoir une exploitation de 100 vaches, de 200 vaches, de 300 vaches, eh ben non, on va vous expliquer que parce qu'il y a telle règle, parce qu'il y a telle réglementation, si vous voulez faire une porcherie, on vous explique que c'est pas bien, si vous voulez faire des poulets en plein air, vous avez une association. Et donc c'est ce ras-le-bol-là aussi qui est arrivé, c'est que vous empêchez des gens qui ont toujours eu ce goût d'entreprendre, finalement, de faire ce pourquoi ils se sont levés le matin. Arnaud Rousseau, cet échange, c'est une force collective pour peser. On pèse sur les politiques, mais on pèse aussi sur l'opinion. Le sentiment que j'ai eu, je vous fais part de mes ressentis après ce mouvement, c'est que l'idée de Martine à la ferme, un peu naïve, un peu bêtasse, quoi, était complètement dépassée.
et que les Français ont compris que vous étiez des entrepreneurs. Et ils ont compris en particulier une chose, c'est que vous n'étiez pas certain de vendre votre production à un prix donné. C'est rare dans les entreprises de ne pas savoir quel sera le prix de sa production. Mais ça, les Français l'ont compris. Oui, et c'est une bonne chose. Hein. On a l'habitude de dire que nos fermes sont des entreprises à ciel ouvert et que, comme toutes les entreprises, elles ont des sujets de marché et que, notamment, quand on se bat pour Egalim, pour cette fameuse construction du prix en marche avant à partir des coûts de production, c'est parce qu'on considère que quand on est éleveur, on ne peut pas simplement avoir le reste de ce qu'est la négociation et que si on ne couvre pas ces coûts de production, comme n'importe quelle entreprise, ça ne dure pas. Et puis je ne parle pas simplement des coûts de production, dedans je mets évidemment la rémunération du travail qui est essentielle et on considère qu'on ne peut pas non plus projeter demain des jeunes sans une rémunération du travail à la hauteur. Donc oui, peser, c'est notre rôle de corps intermédiaire, mais Patrick Martin l'a dit, peser sur les pouvoirs publics, peser aussi auprès des décideurs, y compris européens, parce qu'en agriculture il y a beaucoup de sujets de cette nature, et puis expliquer. Et l'histoire de Martine à la ferme, pour reprendre l'expression qui est la vôtre, c'est important aussi d'expliquer qu'aujourd'hui, dans une ferme, on peut avoir accès à du numérique, de la robotique, de l'informatique, que la génétique est une manière d'avancer et qu'on le fait de manière concertée. Mais ce que je veux dire, c'est que nos entreprises aujourd'hui, ce sont essentiellement des TPE. On est des petites entreprises. Avec beaucoup de technologie. Vous l'évoquez, c'est en cela que l'idée d'ailleurs de Martine à la ferme est complètement dépassée. C'est que ingénieur du vivant, on utilise aujourd'hui le digital, je sais qu'il y en a qui le font dans la salle, on est capable de mesurer exactement l'impact, l'empreinte de son activité, ce que beaucoup d'autres activités ne sont pas capables de faire. Oui, mais c'est aussi probablement parce qu'on n'a pas su expliquer aussi ce qu'était la réalité de nos fermes. Moi, je remercie ceux d'entre vous, parce que j'en ai croisé depuis 2 jours, qui ouvrent leurs fermes, qui expliquent leur métier, qui montrent ce qu'est la réalité. Et ça marche bien, ça marche même très bien, parce que les gens sont intéressés. Et on sent bien que cette question agricole, elle va devenir centrale, elle est centrale demain dans les problématiques. Je voulais dire un mot aussi de ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Si vous voulez parler aux jeunes aujourd'hui, il faut vous exprimer sur les réseaux sociaux. J'ai des enfants, moi, qui ne regardent plus le journal télévisé de 20h, qui n'écoutent pratiquement pas la radio, mais qui consomment l'information dans une autre logique, qui s'exprime sur les réseaux. Moi, je suis très impressionné à chaque fois que je vois sur un réseau social, Twitter ou un autre, un agriculteur qui explique son métier, qui explique ce qu'il est en train de faire. Je m'aperçois d'ailleurs que ça sème, que ça parle véritablement à l'opinion. J'en reviens aux affaires maison. Vous avez formé un duo avec jeunes agriculteurs. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de JA. Moi, on me fait des remarques dans l'oreillette en me disant on ne dit plus JA, on dit jeunes agriculteurs. C'est ça? Jeunes agriculteurs. C'est mieux. Bien. En tout cas, vous avez marché ensemble. Deuxième message que je voulais vous faire entendre et que je voulais partager avec vous, celui de François Asselin, le président de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Je suis heureux de m'adresser au risque tout. Enquiquiné, je vais rester poli par les risques rien. Alors c'est quoi les risques rien? Ou parfois ça peut être un fonctionnaire zélé, mais c'est avant tout la norme inapplicable, parfois contradictoire, la loi incompréhensible et le règlement bavard. C'est tout cela finalement qui fait qu'au bout d'un moment, stop, ça suffit, on ne comprend plus ce qu'on attend de nous, il y a une quête, une perte de sens totale. Eh bien nous, entrepreneurs comme agriculteurs, on partage les mêmes attentes. Les embêtements qu'ont les agriculteurs, et je reste poli, eh bien ce sont les mêmes qui s'abattent sur les épaules des chefs d'entreprise. On voit très bien que nous sommes tous soumis à la transition écologique d'une façon un petit peu plus prégnante chez les agriculteurs parce que vous êtes finalement le bras armé de la transition écologique. Vous êtes, finalement, c'est souvent ce que je dis, vous êtes un laboratoire de transition et c'est vous qui finalement avez les embêtements en premier. Donc on vous observe de près, nous, à la CPME, au niveau de la FNSEA, parce que c'est très important ce qui est en train de se passer pour vous, parce que c'est exactement, avec un petit peu de retard, ce qui s'applique à nos propres entreprises. Donc bien évidemment, solidaires à 100%, et là j'aime mieux vous dire que nous portons les mêmes combats. Imaginons cette même crise sans corps intermédiaire, sans la FNSEA, sans la JA, par exemple. J'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui, on serait encore peut-être dans un énorme foutoir, hein, pardonnez-moi l'expression. Donc les corps intermédiaires sont là tout simplement pour canaliser les revendications et parfois la colère,
et puis surtout pour se poser en interlocuteur de poids, hein, autant de respect que de détermination dans l'action syndicale, pour faire en sorte que ceux que nous représentons, les agriculteurs pour Arnaud, moi les patrons de PME, de TPE, eh bien nous soyons justement entendus au niveau des pouvoirs publics dans notre pays. Mais maintenant, il y a une autre dimension, celle de l'Europe. Écoutez, moi d'abord, j'ai été, je pense, comme beaucoup d'entre vous, un petit peu inquiet au départ, parce qu'on voyait très bien que les revendications portées par les agriculteurs étaient nombreuses, parfois un petit peu disparates. Il y a eu une action que je qualifie de très intelligente et très fine de la FNSEA pour gentiment essayer de regrouper tout ce corpus de revendications et en faire un document synthétique pour poser une action directe, déterminée, structurée auprès des pouvoirs publics. Et ça, j'ai trouvé tout à fait remarquable l'action de la FNSEA. L'action que vous avez initiée, hein, vous, agriculteurs, j'aime mieux vous dire que ça a été un séisme pour beaucoup de ceux qui ont en main l'avenir de notre pays et demain l'avenir de l'Europe. On ne peut pas, entre guillemets, travailler comme le font les agriculteurs, comme le font les entrepreneurs, des heures extrêmement importantes toute l'année, avec souvent peu de congés, sans pouvoir vivre honnêtement de son activité. On ne peut pas faire en sorte qu'un tout un secteur d'activité fasse une transition écologique en mettant, entre guillemets, au chômage une partie importante de notre effectif. Donc c'est pour ça que je dis, la transition écologique sans le pilier économique et sans le pilier social, ça ne fonctionne pas. Remettons les choses dans l'ordre. Il faut que ces risques tout soient entendus par ceux qui risquent moins. C'est une jolie conclusion. Avant de laisser Arnaud Rousseau et Hervé Lapie conclure, juste une question pour les jeunes, si je puis dire, pour Pierry Correl et pour Arnaud Gaillot. Comment vous vous êtes sentis dans ce duo avec la FNSEA? Comment vous vous sentez encore aujourd'hui? Je ne vous demande pas si vous êtes content d'être là, parce que vous avez l'air réjoui. Oui. En même temps, j'ai jamais vu quelqu'un que vous invite à une table et qui vous dit « ça me fait chier d'être avec toi ». C'est vrai. Il faut être honnête, c'est rare. Je serais un peu suicidaire. Non, non, franchement, ça je pense que ça s'est vu, ça s'est très bien passé. Je le disais cet après-midi. Je pense que ce qui a marché, c'est le fait d'un objectif commun, celui de défendre les intérêts de nos adhérents. Alors nous, avec nos revendications qui concernent beaucoup autour de l'installation, de la transmission, mais on a aussi su avoir l'intelligence collective finalement de, si je puis dire, réunir les deux bannières, de faire mettre en avant le collectif, de ne pas se marcher dessus pour savoir à qui était cette potentielle victoire, si toutefois il y en avait une. Et je pense que c'est vraiment ça qui a imprimé. Non, pas de querelle. Et puis je pense que c'est peut-être une de nos deux qualités qu'on a. Alors c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense que ni l'un et ni l'autre n'a la prétention de vouloir marcher sur l'autre, de vouloir prendre la place qui ne serait pas la sienne. Et ce qui nous intéresse, je pense, largement tous les deux, c'est la réussite du collectif et la vision qui, je pense, nous rapproche sur une vision d'une agriculture renforcée, d'une agriculture qui ose produire. Qui exprime sa puissance. Tout à l'heure, vous avez évoqué les flux du haut vers le bas. À l'intérieur de chaque organisation, ça a marché dans les deux sens, Pierry. Oui, tout à fait, ça a marché. Compris de façon latérale, entre vous. Oui, ben, c'est d'abord parce que ça marche entre nous qu'on donne envie aux autres aussi, et c'était ça notre rôle, et pour le coup, même dans l'adversité, on y a trouvé et du plaisir, et voilà, et de la formation, donc ça a au moins ce côté bénéfique, et puis très rapidement, il y a aussi de la fierté qui s'installe, parce qu'on défend des grandes choses, et on emmène du monde, et puis quand la fierté, elle est partagée, ben, je pense qu'elle est décuplée, et donc c'est aussi ça qu'on a su emmener, et c'est aussi en ça une réussite syndicale, et il faut savoir le dire, et même si on n'est pas encore tout à fait au bout du processus, on est aussi capable d'observer ça et de se le dire, et ça fait du bien dans les temps qui sont aussi un petit peu compliqués syndicalement, qui sont les nôtres en ce moment. Alors, il faut se méfier des expressions valises toutes faites. On pourrait parler d'un moment historique. Je pense que c'est plutôt un mouvement qui va marquer l'histoire de l'agriculture. C'est qu'il y a une transition. Après, ça n'est plus comme avant. C'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît qu'un mouvement a laissé une empreinte. Parce qu'il y a eu tout ce que vous avez évoqué, prise de conscience, le contact avec l'opinion. Mais je vais laisser Arnaud Rousseau et Hervé Lapie conclure, au moins temporairement, pour cette soirée, avant de passer à la partie gala dont nos amis du Nord et du Pas-de-Calais nous ont dit qu'elle serait exceptionnelle ce soir. Alors on verra si les promesses sont tenues. Merci en tout cas de votre
intérêt. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, c'est l'heure de conclure cette soirée avant de passer à la partie plus conviviale. Hervé. Ouais, en termes de conclusion, moi je pense que au titre des secrétaires généraux de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, je pense que c'est une vraie fierté d'avoir animé ce réseau-là. Nous sommes toujours au combat. Vous savez qu'il y a 62 mesures qui ont été posées par le président de la République et le Premier ministre, que les paysans, ce sont des gens pragmatiques. Ils attendent que ça se concrétise dans les fermes. Et donc, on continue. Nous n'avons toujours rien lâché. Et je voudrais aussi rendre hommage à ce réseau. Je l'ai dit tout à l'heure, mais un réseau qui est quand même exceptionnel. Et quand vous avez la chance d'animer ce réseau-là, vous avez aussi des retours, vous avez des exigences, et c'est bien normal, mais aussi la fierté d'appartenir à ce réseau-là. Et à travers les élus que vous représentez, mais aussi un moment particulier pour nos collaborateurs. Et je pense que depuis 4 mois, on les fait quand même, on les met à contribution, et je voulais franchement qu'on les remercie pour leur engagement au service de la profession agricole. Et l'image du collaborateur, mais qui a plus l'habitude de travailler avec Arnaud, c'est notre directeur général de la FNSEA. Quand on finissait nos soirées à minuit, 1h du matin, ben lui, il avait encore 1 heure de vélo pour rentrer chez lui. Donc bravo et félicitations Clément. Bon, puis pour le réseau, en fait, derrière cette bannière, on marche sur la tête. Je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés. On a vu voilà, des responsables évoquer aussi notre mouvement syndical. L'enjeu, c'est bien l'avenir, c'est la vision de l'agriculture, c'est la vision qu'on porte aussi au Congrès, c'est la vision que Arnaud va porter demain devant le ministre de l'Agriculture pour redonner des perspectives. Et je pense que ce qu'on a besoin, c'est redonner de l'espoir et de l'espérance aux paysans, parce que ce métier, il est plus source de solutions que de problèmes. Donc croyons-en, croyons à l'avenir, croyons aux jeunes et croyons à cette force collective qui est la nôtre pour remplir les missions qui sont les nôtres demain, celle de l'alimentation, de l'énergie, de la biodiversité, du climat. Nous sommes source de solutions plutôt que de problèmes. Donc croyons en nous et croyons en nos forces. Mes premiers mots de conclusion, c'est d'abord pour remercier les jeunes agriculteurs. Alors c'est vrai Arnaud, depuis 2 mois et demi, on a passé de nombreuses soirées ensemble. Probablement un peu plus avec toi qu'avec ma femme. Mais je veux le dire devant vous, dans ces moments-là, quand ça tabasse un peu, de pouvoir, notamment dans les longues heures de négociation qu'on a eues chez le Premier ministre, pas avoir besoin de beaucoup se parler et juste avec un regard savoir qui y va et qui fait quoi, c'est extrêmement confortable. Cette relation qui se base d'abord sur la confiance, je crois qu'elle doit aussi inspirer l'ensemble des gens qu'on représente. Et je l'ai dit notamment dans la préparation des élections chambres, quand les JA et la FNSEA y vont grouper, ça déménage. Mon deuxième message, c'est que quand on s'est lancé il y a 1 an, on avait les idées claires. On avait dit, d'abord, on y va pour la compétitivité et le revenu de nos fermes. Ça n'a pas changé. On avait dit qu'on y allait pour le renouvellement des générations, parce qu'on sait que la sociologie agricole fait que quoi qu'il arrive, dans les 5 à 10 ans, on va avoir des mouvements importants. Et puis on avait dit aussi qu'on irait pour restaurer le lien avec la société. On ne pensait pas que les choses prendraient cette tournure, même si on voyait bien la tension monter. Et on a attaqué ce mouvement avec 2 idées. La première, celle du contenu. On a dit, 1, il nous faut de la dignité. Parce que beaucoup, vous l'avez dit, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes qui ne comprennent plus le sens qu'on donne à ce métier, qui ne savent plus ce que la société attend d'eux, qui voient beaucoup d'injonctions paradoxales et qui ont besoin qu'on réaffirme une vision. La deuxième chose, on est resté constant, c'est le juste revenu. On a beaucoup trop aujourd'hui de problèmes de collègues qui, sur leurs exploitations, dans les différents secteurs, on l'a dit, n'ont pas de revenus, ça a été dit depuis 2 jours dans ce congrès, et qui veulent qu'on réaffirme que travailler 60 heures par semaine, qu'accepter de prendre des risques, les fameux risques tout, dont parlait François Asselin, que ceux qui acceptent finalement d'avoir des projets, ce goût d'entreprendre qui nous est si cher à la FNSEA,
ne peuvent pas, au terme de la semaine, se demander comment ils vont clôturer le mois. Et donc, avant de parler de la fin de l'année, parlons déjà de la fin du mois et comment on règle les problèmes. Et puis le troisième sujet, c'était les conditions d'exercice du métier. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible d'avoir en permanence des CERFA à remplir, des papiers à remplir, des choses à contrôler, 40 contrôles, je l'ai dit, pendant ces 2 jours agricoles possibles dans une exploitation agricole, et c'est ça qu'il faut réaffirmer. Et donc, dans le moment dans lequel on est, je ne voudrais pas qu'on se trompe de timing. Le timing, on l'avait dit, c'était le terrain. On en a parlé. C'était le travail. Parce qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du travail, de la proposition, de la construction des revendications. Et ça, nous savons le faire. Là, avec la visite du ministre qui sera là ce soir et qui va demain intervenir devant nous, l'objectif est clair. 1, obtenir des réponses sur le comment et le quand. Donc c'est assez simple. Comment les 62 propositions du Premier ministre et les 5 propositions du chef de l'État se mettent en place, comment elles se mettent en place et dans quel délai. Voilà ce que nous attendons. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, c'est ça qui compte. Ensuite, on sait qu'on aura un 3e temps qui est le volet législatif. Je le dis, c'est important. Je veux m'adresser ici aux parlementaires de ce pays qui nous ont tous dit depuis 2 mois combien ils nous étaient proches, combien ils comprenaient nos revendications. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques. PLOA, dont on sait maintenant qu'elle arrivera devant l'Assemblée nationale mi-mai. Mais ce n'est pas tout. On a aussi la proposition de loi sur Egalim, à laquelle on tient beaucoup et qui doit être mise en œuvre avant la fin de l'année, avant les prochaines négociations commerciales. On a besoin aussi qu'on avance sur la PPL, sur le projet simplification. Ça aussi, il faut que ça rentre. Sur le volet phyto, parce que toutes les promesses qui ont été prises sur le CSP et d'autres sujets doivent prendre corps et doivent passer par la loi, ou en tous les cas une modification de la loi. Et puis enfin, on aura tous les sujets de PPL autour de l'agrivoltaïsme, parce que ça a été dit aujourd'hui aussi, quand il s'agit de changer le contenu de nos statuts du fermage, il faut le faire de manière encadrée et il faudra aussi qu'on discute de la valeur. Donc vous voyez, chez nous, les idées sont claires. Maintenant, chacun est à sa place. Nous sommes un corps intermédiaire responsable. Nous avons montré que nous étions capables, avec vous, les JA, de faire le travail, de le faire en responsabilité. Quand je dis « nous », c'est parce que chacun, à son poste, du national au régional, au départemental, au local, a tenu la rampe. Et l'a fait avec l'esprit de responsabilité qui nous a permis, pendant près de 15 jours, de tenir le terrain, sans heurts majeurs, avec le soutien total de l'opinion publique à plus de 85%. Ça, c'est inédit. Et donc, je le dis, ce soir, il ne s'agissait pas de faire de la rétrospective en se regardant en disant qu'on a bien travaillé. Si on n'obtient pas les résultats, tout ce qui a été fait n'aura servi à rien. Et inutile de vous dire que dans notre esprit, il n'y a pas d'esprit de recul, il n'y a pas d'abdication. Donc maintenant, on va le faire comme on l'a fait depuis le début, avec le sérieux et la responsabilité qui est la nôtre. On va aller au bout de la démarche. Et maintenant, on dit il faut que les choses se crantent. Elles se crantent demain avec le ministre, elles se crantent au plus vite avec le président de la République, parce qu'on a besoin de cette vision, parce que le discours de Rungis a vécu et que maintenant, il faut nous projeter. Il faut nous projeter dans cette Europe qui est en plein mouvement. Et il suffit de regarder ce qui se passe avec cette géopolitique qui nous entoure de partout, avec des conditions qu'on n'a jamais vues. Qui pensait qu'encore quelques années, on reparlerait de l'arme nucléaire et de son utilisation? Qui pensait qu'il y aurait la guerre sur le continent européen? Donc il faut qu'on ait une vision portée par le président de la République. Pas au calendrier grec. Ça devait être au salon. Ça n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde a compris. Maintenant, il faut qu'on le fasse. Et puis ensuite, on continuera. Et alors seulement, on pourra dire qu'on a fait une partie du chemin. On sait que tout ne sera pas parfait, mais on veut continuer à le faire parce que, encore une fois, c'est la force de notre réseau, c'est la force de ce que nous sommes, c'est la force de ce qu'est la FNSEA depuis près de 78 ans et que nous voulons continuer à porter ensemble. Un grand merci à tous.